Bonjour à tous, je m'appelle Geoffroy Méry, je suis tout fraîchement interne en pneumologie à Grenoble et je vais vous faire un petit topo sur les EFR, ou du moins ce qu'il faut savoir pour les EFR aux ECN. Je vais commencer tout de suite par citer mes sources. Ces sources proviennent directement du collège de pneumologie. Les enseignants du collège vous ont mis à disposition au lien que j'ai mis là un PDF qui résume complètement comment se servir des EFR et les lire, des exercices pour s'entraîner à lire des EFR et les corrections des exercices que vous retrouverez sur le même site. Je ne peux que vous encourager à accéder à ces liens au moins une fois, si ce n'est plus, pendant votre D4 pour vous remettre en jambe un petit peu pour la lecture des EFR. Ça sera l'exercice le plus pertinent que vous pourrez faire à ce sujet, puisque c'est rédigé par les gens qui vont vous poser des questions et c'est un document qui est extrêmement bien fait. Ces EFR regroupent un nombre assez conséquent d'examens complémentaires. Des examens complémentaires qui explorent les débits d'expiration et d'inspiration respiratoire, donc la spirométrie, les volumes respiratoires, la plethysmographie, les échanges au niveau de la barrière alvéolo-capillaire, ça sera un petit peu à part, ça sera la diffusion du carbone notamment. Enfin, et ça c'est des choses dont je ne vais pas parler mais qui sont détaillées dans le polycopier des enseignants de pneumologie, les EFR explorent aussi les fonctions ventilatoires à l'effort, par exemple sur une épreuve de marche de 6 minutes, et durant le sommeil, notamment par la polysomnographie ventilatoire. Concernant les débits et les volumes, c'est ce qui va vous poser, je pense, le plus de problèmes aux ECN. C'est la spirométrie et la plethysmographie. Ces examens explorent l'intégrité des voies aériennes, puisqu'il faut que les voies aériennes soient intègres pour que l'air puisse passer dedans, donc que le débit soit normal, mais aussi, si on a un problème, par exemple, de dilatation des bronches, ça va entraîner des problèmes de volume au niveau des différents volumes physiologiques pulmonaires. Évidemment, ça explore aussi l'intégrité des systèmes inspiratoires et expiratoires, c'est-à-dire par exemple les muscles accessoires ou les muscles principaux de la respiration. S'ils sont atteints, ça va se refléter sur les EFR. Et ça va aussi explorer le parenchyme. Comme on va le voir, un emphysème par exemple va se refléter sur les EFR aussi. Donc les deux examens dont je vais vous parler surtout, c'est la spirométrie. La spirométrie étudie les volumes mobilisables et la plethysmographie étudie les volumes non mobilisables. Ce schéma est un petit peu compliqué, c'est une fusion de deux schémas que vous trouverez sur le polycopier des enseignants de pneumologie. En gros, votre patient va respirer normalement, ici inspiration normale, expiration normale. On va voir les débits d'inspiration et d'expiration qui vont se refléter de cette manière sur les EFR. Ensuite, on va lui demander à un moment donné de prendre une grande inspiration. Donc, quand il respire normalement, il va s'arrêter à un volume inspiratoire qui est le haut du volume courant, et quand il va expirer normalement, il va s'arrêter en bas du volume courant, c'est-à-dire le volume qu'il utilise couramment par définition. Quand il va inspirer grandement pour atteindre jusqu'ici sa capacité d'inspiratoire maximale, on va appeler ça le volume respiratoire de réserve, qui va s'ajouter au volume courant en inspiration, et de la même manière, quand il va expirer très profondément ici, il va entamer son volume expiratoire de réserve. Donc ces volumes de réserve sont des volumes quand même mobilisables, c'est juste qu'ils ne sont pas mobilisables de façon courante. Et enfin, à côté de ça, par la plethysmographie, on va pouvoir analyser des volumes pulmonaires qui ne sont pas mobilisables, des volumes résiduels, véritablement. Donc, sur les espaces mobilisables, ça va définir la capacité vitale, puisque c'est les espaces qu'on va pouvoir mobiliser pour vivre, alors que si on rajoute le volume résiduel qui n'est pas mobilisable, on aura une capacité pulmonaire totale. Bon. Les abréviations de ces différents volumes se résument tout simplement par leurs sigles des premières lettres de leur nom. Et enfin, le VEMS, en gros, quand vous avez demandé à votre patient d'expirer très violemment, le plus fort possible, tout son résidu pulmonaire, vous allez juste vous intéresser à la première seconde et vous allez prendre le volume qu'il a expiré durant cette première seconde. Ça, c'est le volume expiratoire en une seconde. Si les bronches sont altérées, notamment dans un trouble ventilatoire obstructif, donc si par exemple vous avez un épaississement des bronches, l'air va circuler moins rapidement à travers ces bronches-là, et donc du coup, le VEMS va être plus court, c'est-à-dire que votre patient va avoir plus de mal à expirer rapidement, et donc du coup, votre VEMS, voilà, il sera plus court, là, vous voyez, il se résumera à ça, au lieu de ça. C'est-à-dire que votre VEMS, c'est un volume qui reflète la rapidité de votre expiration, et donc l'intégrité de vos bronches. On peut aussi représenter les débits et les volumes durant l'épreuve de spirométrie par ce graphique, qui est un graphique de volume et de débit. Je ne m'attarderai pas dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut connaître pour les ECN, mais qui est très bien expliqué sur le polycopier. Vous voici donc le jour J devant une spirométrie. Et la première chose que vous allez faire devant cette spirométrie, à part regarder les différents volumes et les différents débits qui vous intéressent, c'est de barrer tout de suite, au niveau du VEMS sur CV, le pourcentage de la norme. Le VEMS sur CV, c'est une notion qui est importante pour définir les troubles ventilatoires obstructifs, donc par exemple la BPCO ou l'asthme, donc un rétrécissement du calibre bronchique. Et ce VEMS sur CV, c'est déjà un rapport de deux normes. Or, dans les EFR, par convention, ils vous mettent un pourcentage de norme qui est assez important pour les autres termes, mais qui ici est caduque.
Donc dès que vous avez votre copie dans les mains, si vous voyez un EFR, mettez une grosse croix sur le pourcentage de la norme de VMS sur CV. Ensuite, vous allez vous intéresser à la valeur mesurée. La norme du VMS sur CV, c'est 0,70. En dessous de 0,70, ce VMS sur CV qu'on appelle le rapport de Tifno définit un trouble ventilatoire obstructif. Les troubles ventilatoires obstructifs, il y en a deux que vous devez connaître absolument, c'est l'asthme et la BPCO. Il y en a d'autres que j'aborderai plus tard, qui sont mixtes. Les troubles ventilatoires obstructifs purs, il y en a deux qu'il faut que vous connaissiez absolument, c'est l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Le trouble ventilatoire obstructif peut se retrouver dans des troubles mixtes, qu'on va voir plus tard, mais quand il est pur, c'est-à-dire que quand il n'y a que le VMS sur CV qui est altéré, ça définit un TVO. Une fois que vous avez défini un TVO par un Tifno inférieur à 0,7 au niveau de la valeur mesurée et pas au niveau de la valeur par rapport à la norme, vous allez faire un test de réversibilité qui va distinguer l'asthme et la BPCO. Ce test de réversibilité, il a plusieurs façons de le réaliser. La première, c'est de donner immédiatement des bronchodilatateurs inhalés, et ce, durant même l'épreuve des EFR. Ces bronchodilatateurs ont une action immédiate et vous allez donc pouvoir réaliser l'EFR justement après pour regarder la modification des paramètres. On peut aussi donner des corticoïdes pendant 2 semaines, pas inhalés, par voie systémique, et faire des EFR à 2 semaines. Enfin, si aucune réversibilité n'a été mise en valeur, on peut s'affranchir des tests de réversibilité et profiter plutôt d'un test d'hypersensibilité bronchique qu'on retrouve classiquement dans l'asthme, et ça en faisant inhaler au patient de la métacholine, qui est une molécule connue pour provoquer des hyperréactivités bronchiques. Suite au test de réversibilité, soit avec des bronchodilatateurs, soit au corticoïde, on va regarder l'amélioration du VEMS. Pour parler de réversibilité, il faut que le VEMS s'améliore entre avant les bronchodilatateurs et après les bronchodilatateurs d'au moins 200 ml et que le pourcentage d'amélioration du VEMS soit supérieur et strictement supérieur à 12%. Et ça, on va le retrouver par la formule suivante. La valeur du VEMS post-bronchodilatateur, donc la plus grande, moins pré-bronchodilatateur, donc la plus petite, sur la plus petite. Il faut que ce rapport soit supérieur à 12%. Si les deux conditions sont remplies, on parle de TVO réversible. Encore une fois, si vous n'avez pas de TVO réversible, vous pouvez toujours provoquer une hyperréactivité bronchique avec de la métacholine, et ça équivaut à remplir ces deux conditions. C'est-à-dire que vous diagnostiquez un asthme. Si jamais l'un des deux critères n'est pas rempli, et si le test d'hyperréactivité bronchique à la métacholine est négatif, on conclut à une BPCO. Donc on revient sur notre rapport de Tifno. On a diagnostiqué un TVO avec un rapport de Tifno inférieur à 0,7. Il est pur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troubles restrictifs associés. On a étudié la réversibilité. S'il est réversible ou si on a une hyperréactivité bronchique, on diagnostique un asthme. Quelque chose qui est intéressant de regarder en cas de diagnostic d'asthme, c'est le VEMS post-bronchodilatateur, donc le VEMS le plus grand, théoriquement le VEMS reversibilisé en quelque sorte. S'il est supérieur à 80%, et si le Tifno est repassé au-dessus de 0,7, on appelle ça une réversibilité complète. C'est-à-dire que l'asthmatique retrouve après traitement immédiat des valeurs physiologiques de débit et de volume pulmonaire. Si le trouble n'est pas réversible, on a une BPCO, et dans ce cas-là, il sera intéressant de s'intéresser au VEMS post-bronchodilatateur, encore une fois, et ce VEMS post-bronchodilatateur va définir le stade de Gold. Il y a 4 stades de Gold qui sont répartis entre 3 valeurs seuil à apprendre. Un VEMS post-bronchodilatateur à 80, un VEMS post-bronchodilatateur à 50% de la norme, et un VEMS post-bronchodilatateur à 30%, ou, et ça c'est le dernier seuil, un VEMS à 50 avec insuffisance respiratoire chronique ou insuffisance ventriculaire droite. Dans ce cas-là, ça suffit à faire passer en Gold 4. Au niveau de la plétismographie, il faut surtout regarder la capacité pulmonaire totale. Je vous rappelle que la capacité pulmonaire totale, c'est l'ensemble des volumes mobilisables et non mobilisables des poumons. Et cette capacité pulmonaire totale, la norme, se situe entre 80% et 120% de la valeur théorique. Okay, donc là, cette fois-ci, il faut vraiment regarder la valeur théorique. Deux cas de figure. Soit on est en dessous de 80% de la valeur théorique, dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un trouble ventilatoire restrictif. Dans toutes les étiologies d'hypoventilation alvéolaire, donc on a toutes les affections pariétales, les paralysies des muscles respiratoires, les fractures de côte dans une certaine mesure, les fibroses, les rétractions, toutes ces choses qui empêchent le poumon de bien se gonfler, les fibroses pulmonaires, les fibroses de plèvre, les pleurésies. Toutes les chirurgies d'ablation de lobe ou de poumon, logiquement, vont entraîner une incapacité du poumon à se gonfler complètement, puisqu'il manque une partie du poumon. Je vais attirer votre attention sur l'obésité et la CIT. L'obésité peut entraîner ce qu'on appelle un syndrome d'hypoventilation-obésité. Ce syndrome d'hypoventilation-obésité se définit par une obésité et un trouble ventilatoire restrictif pur, sans autre cause. Le traitement, c'est une VNI, ventilation non invasive, et un régime hypocalorique pour traiter l'obésité.
Enfin, une dernière cause plus accessoire, la cardiomégalie qui peut prendre la place des poumons, encore une fois, et entraîner un trouble ventilatoire restrictif. Deuxième cas de figure, si la CPT, la capacité pulmonaire totale, est exagérément grande, c'est-à-dire supérieure à 120% de la théorie, on va diagnostiquer ce qu'on appelle une dilatation thoracique, et ça c'est principalement dû à l'emphysème, c'est-à-dire que vos poumons vont prendre tellement de place à cause de l'éclatement des bulles d'emphysème qu'ils vont s'ouvrir. Alors, à la radio, ça se traduit par ce qu'on appelle les poumons en tonneaux, les thorax en tonneaux, un aplatissement des coupoles diaphragmatiques, un élargissement des espaces intercostaux. Et aux EFR, ça se traduit par cette CPT, capacité pulmonaire totale, supérieure à 120% de la théorie. D'autres troubles qu'il faut savoir reconnaître aux EFR, un trouble ventilatoire mixte, donc ça c'est ce qui associe TVO et TVR, deux causes à connaître pour les ECN, mucoviscidose et dilatation des bronches. Ça s'explique à la fois par une incapacité du poumon à se gonfler normalement. Dans la dilatation des bronches, par exemple, vous avez des bronches qui sont beaucoup trop larges, donc qui ne jouent plus leur rôle d'espace mobilisable et qui deviennent en quelque sorte des espaces morts, ce qui explique le trouble ventilatoire restrictif. Et il y a aussi énormément de sécrétions dans les bronches malades, ce qui explique que le calibre des bronches rétrécit paradoxalement. Donc ça fait un TVO et un TVR associés. De la même façon, dans la mycoviscidose, vous pouvez le retrouver. Ensuite, souvent associé à la plethysmographie et à la spirométrie, vous trouverez la diffusion du CO2 qui s'appelle DLCO. La norme, c'est au-dessus de 70% de la norme théorique. Souvent, quand vous avez une altération de la diffusion du CO2 à travers la membrane alvéolaire, c'est que vous avez une stagnation du CO2 dans le sang. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle de la carboxyhémoglobine, de l'hémoglobine qui fixe du CO2 en excès, donc supérieur à 2% de l'hémoglobine totale. Et ça s'explique par souvent des fibroses du parenchyme pulmonaire qui devient donc imperméable en quelque sorte au CO2. Donc on va retrouver les pneumopathies interstitielles diffuses, souvent associées à un TVR à cause de la fibrose. Et on va aussi trouver l'hypertension artérielle pulmonaire par vasoconstriction. Mais cette fois-ci, on n'aura pas de troubles ventilatoire restrictifs puisque le parenchyme est sain. Là, je vous laisserai jeter un coup d'œil au polycopier des enseignants pour ce qui concerne la gazométrie, l'épreuve d'effort et la polygraphie ventilatoire. J'attire votre attention juste sur le fait que si on a une hypoventilation alvéolaire chronique, on va avoir donc une augmentation des CO2 dans le sang. Cette hypercapnie chronique va être bien tolérée, donc souvent les patients n'auront pas de signes cliniques. Par contre, à la gazométrie, on va retrouver une acidose respiratoire compensée et tolérée, ce qui est un signe de chronicité de l'affection pulmonaire. Je voudrais partir des 3 grands gaz qu'on a ici. Je vais partir d'abord du rapport de Tifno, VEMS sur CV. Attention, pour le rapport de Tifno, il faut vraiment regarder la valeur mesurée et pas le pourcentage par rapport à la norme. S'il est altéré, on va avoir donc un trouble ventilatoire obstructif. Dans ce cas-là, on va regarder l'amélioration du VEMS sous bronchodilatateur ou sous corticoïde, en gros sous test de réversibilité. Si les deux conditions sont réunies, on diagnostique un asthme. Dans ce cas-là, on peut s'intéresser à la réversibilité complète. Ici, c'est un peu buggé. Si les critères de réversibilité ne sont pas remplis, on va diagnostiquer une BPCO, auquel cas on va regarder le VEMS post-bronchodilatateur pour en tirer la classification de Gold. Au niveau de la CPT, il faut regarder le pourcentage par rapport à la norme. Les normes de cette valeur sont comprises entre 80% et 120% de la norme. Si on est en dessous de 80%, donc je vous l'ai dit, c'est un TVR, un trouble ventilatoire restrictif. Si on a les deux, Tifno altéré et CPT basse, on a un trouble ventilatoire mixte, dilatation des bronches ou mucoviscidose. Si la CPT est au-dessus de 120%, on a une dilatation thoracique souvent due à de l'emphysème. Enfin, la dernière chose qui est souvent associée à la spirométrie et à la plethysmographie, c'est la diffusion du CO2. En dessous de 70% de la norme, c'est pathologique. Si c'est associé à une TVR, hop, c'est une PID, une pneumopathie interstitielle diffuse. Il faudra rechercher l'OAP, évidemment, si c'est aigu. Plus chroniquement, on va rechercher les maladies auto-immunes, les pneumoconioses, la berlioz, la vestose. Si c'est simplement un trouble de diffusion, c'est une HTAP par vasoconstriction. J'attire votre attention sur le fait que certains TVO, asthme ou BPCO peuvent être associés à une altération du parenchyme, surtout BPCO, à une altération du parenchyme et donc une altération de la diffusion du CO2. Voilà, c'est la fin de ce topo. Je pense que c'est important de retenir que pour les EFR, il faut une méthodologie très stricte que vous vous imposez afin de ne jamais vous embrouiller. C'est quelque chose auquel il faut s'entraîner et toujours s'imposer, je pense, un schéma comme j'ai fait à la fin là, pour retrouver vraiment très facilement toutes les étiologies et ne pas confondre un trouble avec l'autre. Je ne peux que vous conseiller de vous entraîner sur ce sujet et du coup je vous renvoie avec grande insistance sur le collège des enseignants de pneumologie. Merci à tous et à bientôt.